Ce qu'on m'avait demandé, c'était deux questions en fait. Comment faire un bon QCM et qu'est-ce qu'un QCM à contexte riche? Alors, manifestement, il y a un papier qu'il va falloir lire, les conflits d'intérêts qui sont purement académiques. Et effectivement, qui est ce papier que tout le monde a cité et qui est probablement le papier à lire, le papier le plus important à lire et qui aborde l'ensemble des évaluations, je fais sans masque, l'ensemble des évaluations et des modalités docimologiques. Et donc, pour reprendre une diapositive qui a déjà été présentée, si on zoome un tout petit peu, on voit les différentes modalités qui sont proposées et qui seront proposées dans les EDN, avec les KFP, les QCM. Alors, vous voyez, en fait, les DP, effectivement, ça n'existe pas, mais il y a quelque chose qui s'appelle des Modified Essay Questions, qui sont, en l'occurrence, des choses écrites, mais qui abordent le même concept, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a répondu à la question, on ne peut plus revenir sur sa réponse et on a la nouvelle information. Donc, c'est une sorte de dossier progressif, mais à l'écrit. Et puis, les DCS. Et ce qu'on voit, c'est que les QCM, même si on a l'impression qu'ils ne sont capables, quand on les prend a priori, que d'évaluer des connaissances, eh bien, ils sont capables d'aller évaluer du raisonnement clinique. On va voir de quelle façon, et notamment, ils sont très bons sur faire le diagnostic principal dans le raisonnement clinique et la prise en charge, ce qui ressemble un tout petit peu aux autres modalités telles que les DCS, avec certaines qualités et certains défauts surajoutés. Évidemment, et ça c'est un élément clé, hein, si on regarde, on étend juste ce papier, donc c'est sur la deuxième partie de la figure, on s'intéresse aux Écosses notamment, et donc les évaluations sur des environnements un petit peu plus simulés, eh bien, on est bien meilleur, mais la problématique, et donc j'ai juste recopié quelques phrases en les raccourcissant, quelques phrases clés de ce papier qui montrent que si ces évaluations dans un milieu professionnel ou quasi professionnel sont indispensables pour l'évaluation de la compétence, il y a des problèmes de faisabilité et de coût qui limitent le nombre de cas qu'on peut évaluer, et que dans ce contexte-là, eh bien, les évaluations qu'on peut appeler dématérialisées, et c'est pour ça qu'on a appelé ça les EDN, apportent un élément important pour l'évaluation de ce raisonnement clinique, avec l'idée qu'il faut combiner ces stratégies-là. Et il propose, par exemple, tiens, c'est intéressant, des Écosses et des QCM, notamment pour faire l'évaluation des étudiants, encore une fois, dans le contexte de l'évaluation des compétences. Alors, je ne vais pas vous faire l'affront de vous expliquer ce que c'est qu'un QCM, mais il y a néanmoins quand même plusieurs... Dites-moi juste si vous ne m'entendez pas assez fort, sinon je vais parler fort, mais monsieur le doyen, je ne veux pas vous contaminer. Il y a plusieurs formes quand même, et on a l'habitude en France d'utiliser vraiment les QRM, c'est-à-dire qu'on propose entre 3 et 5 propositions, mais habituellement en France c'est 5, et puis on choisit entre A, B, C, D, E, une ou plusieurs réponses exactes. Évidemment, il y a d'autres formats. En France, maintenant les Single Best Answer, les QRU, sont bien évidemment assez développés. Les vrais faux, on ne le fait pas tellement, les appariements, on ne les fait pas tellement, alors que notamment appariements sont disponibles sur CIDES. Donc, on va se focaliser juste sur les deux premières qui sont les plus utilisées. Et alors, comment faire un bon QCM? Eh bien, moi, je vous recommande volontiers la lecture de ce papier qui commence par « Plus ça change, plus c'est pareil », qui est un papier qui aborde un petit peu la problématique du QCM et, on va dire, les erreurs standards. Et cet autre papier qui vraiment qui va dans le détail des défauts d'écriture. Donc, je ne vais pas aller sur les statistiques ou vraiment de la docimologie et de l'évaluation scientifique du QCM, mais vraiment sur de la pratique. Et donc ce papier, il s'intéresse aux erreurs banales dont finalement va découler d'un QCM plus simple que souhaité. Donc on y arrive, et en fait c'est intéressant parce qu'au conseil scientifique, quand on relit les questions pourtant écrites par des experts, on continue à corriger toujours ces choses-là, puisque instinctivement ce sont des erreurs qu'on va faire volontiers. Les étudiants, ils sont alors là les meilleurs détecteurs de ces anomalies. Lorsqu'une réponse est plus longue que les autres, la probabilité qu'elle soit juste est très supérieure à celle des 4 autres propositions. Des différences grammaticales d'écriture, on fait des phrases d'un côté ou une phrase d'un côté et puis des phrases non verbales de l'autre. Des distracteurs non plausibles qui servent, au lieu d'évaluer sur 4 ou 5 réponses, ce sera sur 3 ou 4 réponses puisque le distracteur est non plausible. C'est une fréquence dramatiquement élevée et les propositions, eux, typiquement, quand on les écrit, sont exactes dans moins de 5% des cas et sont le plus souvent, lorsqu'elles sont fausses, non plausibles. Des réponses mutuellement exclusives, là c'est assez simple, l'étudiant il sait que s'il répond A, il ne peut pas répondre B, évidemment on ne l'évalue pas sur l'ensemble des propositions.
L'utilisation de termes, et ça, on passe notre temps à en effacer du toujours et du jamais. Les étudiants, soit ils savent que c'est toujours ou jamais parce que c'est vraiment quelque chose de critique, soit ce n'est pas évident pour eux, ils sont sûrs de ne pas cocher ça parce qu'en médecine, le noir et le blanc, malheureusement, n'existe pas. Malheureusement, je ne sais pas, mais en tout cas, ça n'existe pas. C'est interdit sur CIDES, mais on le voit quand même, et toutes les propositions sont exactes. Lorsqu'il y a ça dans une proposition, eh bien, c'est exact dans 52% des cas. Les étudiants, ils ne sont pas fous. S'ils ont un doute, ils vont cocher. Et à l'inverse, pour aucune des propositions. En pratique, il souligne dans ce papier-là, mais je l'ai juste mis un peu plus bas et en plus petit, parce que si les propositions ne sont pas mélangées, ce qu'on voit, c'est que la proposition C est le plus souvent exacte et la proposition E est le plus souvent fausse. Et les étudiants le savent très bien. Quand on disait ABD ou AC, en pratique, les étudiants, quand ils ne savent pas répondre à un QCM en première année de médecine, le E, il vient rarement au hasard. Parfois, on a des items qui sont finalement plus difficiles que souhaité, c'est-à-dire qu'on ne va pas évaluer l'étudiant sur ce sur quoi on cherche à l'évaluer comme objectif pédagogique, mais sur une problématique qui est liée à l'écriture. Et ça, encore une fois, c'est interdit, mais on continue à en voir. Les propositions négatives, je ne vous parle pas des doubles négations qui font que l'étudiant n'évalue pas sur la connaissance qu'on souhaite évaluer, mais sur la capacité de comprendre la phrase. Les erreurs grammaticales, pareil, qu'on voit, enfin, vous relisez tous des examens qui vont être soumis aux étudiants, et il y a pas mal d'erreurs qui rendent finalement la chose tendancieuse ou confuse, qui fait que les étudiants, même les bons, et en fait on va dévaloriser les bons, vont avoir du mal à répondre. Et puis l'utilisation de termes généraux, fréquemment, parfois, souvent, typiquement. Il y en a souvent qui passent, et c'est vrai que cette maladie se complique de temps en temps, fréquemment, parfois, d'un cancer. Là, récemment, il y avait eu la maladie de Crohn. C'est compliqué de répondre en pratique, puisque on le lit, c'est un problème d'interprétation entre les auteurs et une partie des étudiants. Ils ont regardé sur un peu plus de 1000 QCM les éléments qui faisaient qu'une question était discriminante ou pas. Et en pratique, lorsque vous avez un distracteur qui n'est pas crédible, eh bien, la probabilité d'avoir une question discriminante, elle est de 1%, alors que si vous n'avez pas de distracteur non crédible, eh bien, la probabilité d'avoir une question discriminante est de 27% dans ce papier-là, où l'utilisation de toutes les réponses sont exactes. De même, si vous ne l'utilisez pas, vous avez plus de chances d'être discriminant que si vous utilisez cette méthodologie. Donc, c'est voilà, un papier qui est intéressant parce qu'il souligne de manière un petit peu scientifique tous les défauts un peu standards qu'il faut savoir éviter dans la relecture. Ça sous-entend aussi qu'il faut, de manière systématique, et ça c'est indispensable pour nous tous pour progresser, d'aller analyser la discrimination des questions et surtout des propositions des questions. Alors, la discrimination, CIDES la propose de manière automatique. Pour CIDES, c'est le tertile supérieur moins le tertile inférieur, la réussite des étudiants du tertile supérieur versus le tertile inférieur. D'autres plateformes proposent le quartile, peu importe. Enfin, ça dépend un tout petit peu, puisque l'objectif sera plus strict si c'est le quartile que le tertile, mais voilà, avec un objectif pour les propositions et pour les questions d'une discrimination de plus de 20%. Et le meilleur moyen quand même de progresser quand vous écrire des QCM pour la saison suivante, c'est d'aller relire ces questions et de comprendre pourquoi la question n'est pas discriminante. Et puis, d'une manière générale, quand vous lisez les examens, d'avoir une proposition à discrimination négative, c'est en général soit une erreur de coche, soit une vraie erreur d'écriture, ce qui permet de détecter ces choses-là. Une fois que 400 ou 8000 étudiants sont passés sur une question, c'est beaucoup plus évident de voir des erreurs d'écriture que lorsqu'on fait une rélecture a priori. Ensuite, il est important, puisque les QCM, si on veut s'intéresser au raisonnement clinique, à l'évaluation du raisonnement clinique, de s'intéresser à la taxonomie de Bloom. En gros, il y a deux éléments clés. Hein. Il y a les questions, on va dire, de niveau 1 ou 2, qui sont de la mémoire. Je ne dis pas qu'il ne faut pas les utiliser dans les études, dans l'évaluation des étudiants, mais il ne faut probablement pas les utiliser à la fin de l'évaluation des étudiants. Probablement qu'au premier cycle, c'est quelque chose qui n'est pas aberrant, l'évaluation des connaissances, mais lorsqu'on va plus loin, il faut aller dans un degré plus élevé de la taxonomie de Bloom, et donc les 3, 4, 5 que vous pouvez voir décrites. C'est un élément qui est assez clair en termes de preuves scientifiques, hein, c'est que le taux de réponse exact des étudiants en fonction de la complexité selon la taxonomie de Bloom diminue avec l'augmentation de cette complexité, bien évidemment. Mais l'élément qui est un élément clé, c'est que la discrimination de ces questions augmente aussi avec l'augmentation de la complexité. Et si on veut obtenir des questions discriminantes, ou si on veut en tout cas valoriser les bons étudiants,
parce que finalement, si la discrimination augmente, ça sous-entend que les bons étudiants sont de manière visible meilleurs que les moins bons. Eh bien, il faut savoir monter dans la complexité de la taxonomie. Donc, si on revient sur ce papier-là que je vous incite très volontiers à lire, eh bien, on va chercher à répondre à qu'est-ce qu'un QCM à contexte riche. Alors, vous le savez tous, mais on va regarder ça un tout petit peu en détail. Évidemment, on peut faire une question extrêmement simple qui est de la connaissance pure. Là, on va être très simple, c'est que j'ai mis à chaque fois A, B, C, D, E identiques et on va monter progressivement. Donc là, c'est une question de connaissance pure. La réponse serait A, B, C, D, E en fonction du contexte clinique. Et ça, finalement, c'est quelque chose qui n'est pas très pertinent si on cherche à évaluer des étudiants qui vont devenir internes. On peut faire semblant de mettre une vignette, ça on le voit de temps en temps, c'est-à-dire qu'on dit qu'il faut faire une vignette, une QCM à contexte riche, et puis on rajoute la vignette, mais en fait la question, on peut commencer par lire la question et répondre à la question, et ensuite lire la vignette si on a envie de perdre du temps. Et ça c'est bien écrit, hein, mais c'est un pseudo-contexte, on reste dans le bas grade selon nous. À l'inverse, on peut, donc c'est une histoire d'embolie pulmonaire, on a l'homme de 54 ans, il consulte aux urgences, il a une douleur du mollet droit, il revient de vacances, il a le mollet augmenté de volume, il a une dyspnée, il a un crachat hémoptoïque, il a la pression artérielle un petit peu basse, il est tachycarde, une saturation qui n'est pas parfaite, une fréquence respiratoire un peu haute, et on peut encore poser une question au pluriel, quels ou quels examens peuvent être utiles dans ce contexte, donc une ou plusieurs réponses. Là, l'étudiant, il peut enlever finalement les dédimères puisqu'on est en probabilité forte d'embolie pulmonaire, mais finalement, on ne lui demande pas de trancher encore sur l'élément clé et il y a plusieurs bonnes réponses et ce n'est pas encore ça la stratégie diagnostique et de prise en charge la plus optimale dans un contexte clinique. On est quand même monté dans la taxonomie, mais on reste imparfait. Et si à l'inverse, vous avez 5 propositions qui sont tout à fait pertinentes dans une suspicion d'embolie pulmonaire, mais là, le contexte clinique fait que parmi ces 5 propositions, il y en a une qui est meilleure, donc on est vraiment dans le single best answer. Et là, sur ce malade-là, eh bien, on va faire l'angioscanner thoracique puisqu'on a une probabilité clinique de paix forte et qu'on n'a pas de contre-indication. On va dire que le patient est transportable au scanner, on n'a pas de contre-indication à faire l'angioscanner. Et là, l'étudiant, il doit hiérarchiser les possibilités d'examen complémentaires dans un contexte très particulier. Et finalement, si vous modifiez juste une petite chose, le malade, on va dire, est trop instable pour être transporté au scanner. Et dans ce cas-là, les recommandations, on est dans une EP à risque élevé de mortalité, le patient est instable, ça n'autorise pas le transport. Et l'examen recommandé en première intention, s'il est faisable, c'est l'échographie cardiaque transthoracique. Et là, clairement, on est dans l'évaluation des compétences, l'évaluation du raisonnement clinique face à une situation qui est particulière. On parle de la même situation de départ, mais en modifiant des choses assez modestes. Eh bien, on est capable de voir comment l'étudiant hiérarchise les possibilités qu'on lui offre. On a regardé, ça c'était, je ne vais pas tout reprendre, mais juste un exemple assez simple sur les ECNP en mars 2019. C'était un DP d'hépatogastro-entérologie. Et ce qu'on voit, c'est au moment où on a commencé à tester, alors tout le monde n'avait pas 5 items, on a regardé ça de manière assez large au conseil scientifique, et ce qu'on voit, c'est qu'une QRU cachée ou une one best answer a des niveaux de discrimination qui sont volontiers de manière assez reproductible dans le haut du panier par rapport à un certain nombre d'autres questions. Vous pourrez regarder les choses en détail, mais voilà, en pratique, pour nous qui l'avons expérimenté depuis mars 2018 de manière un peu plus avant, eh bien, on obtient de manière redondante ces statistiques assez satisfaisantes en termes de discrimination. Alors, la problématique des QCM, et notamment en distanciel, qui est qu'il faudrait, si on veut avoir une évaluation reproductible, là, je sors un peu des EDN, mais pour les examens facultaires, où finalement les étudiants, par le biais de Facebook et d'autres choses, ont l'habitude de travailler un petit peu entre eux. La difficulté, c'est comment fait-on pour construire des épreuves qui évaluent réellement les étudiants et pas finalement un travail de groupe, puisque l'étudiant, lorsqu'il sera de garde de nuit comme interne aux urgences, eh bien finalement n'aura pas tous ses copains sur Facebook pour essayer de répondre à la question. Et il y a quand même maintenant beaucoup de papiers, enfin plusieurs papiers qui sortent sur le développement automatique de QCM. Je vous explique juste le concept parce que je trouve que c'est assez intéressant et comme on est très nombreux là en France, si on voulait se mettre à ces choses-là, je pense qu'on pourrait y arriver. L'idée finalement de développer ce qu'ils appellent le Cognitive Model Structure,
À partir de là, il crée un modèle d'item et lorsqu'on intègre ces deux choses-là, on peut générer des questions. Je vous montre un tout petit peu dans le détail. Là, c'était sur cette publication, mais il y en a une autre qui est aussi très, très claire. Là, c'est une question de la fièvre post-opératoire. Donc, il y a un certain nombre de possibilités diagnostiques. Ça, c'est le modèle initial. Donc, il part d'une situation de départ, un certain nombre d'hypothèses diagnostiques. Vous voyez en dessous les différentes composantes on va dire, de l'examen clinique au sens assez large de l'observation du malade, avec les caractéristiques démographiques, l'examen clinique, le timing, toutes ces choses-là, où on rentre derrière les éléments typiques des différentes hypothèses diagnostiques. À partir de là, vous créez un modèle d'item, vous voyez la vignette clinique, où il y a des petites choses encadrées qui vont être modifiées de manière aléatoire en partant de ce modèle cognitif préalable. Vous voyez les différents éléments dans lesquels ça va aller piocher, et puis ensuite les options en termes de prise en charge. C'était une prise en charge. Et à partir de là, eh bien, ils ont créé, si je ne dis pas de bêtises, 1248 QCM à partir vraiment de ce modèle-là. Et on peut imaginer évaluer des étudiants sur des niveaux de difficulté, de questions à peu près identiques, mais chaque étudiant aurait une question différente. Ça, c'est juste en aparté sur les examens distanciels qui risquent quand même de nous poser quelques soucis dans les mois et peut-être les années à venir. Très rapidement, d'autres questions, parce qu'on a abordé les TCS, les Key Feature Problems et les QCM, mais voilà, les crocs, on ne va pas revenir dessus, parce que c'est quelque chose de très connu. Je voulais juste faire en une minute parler des autres, puisqu'on l'introduit, on souhaite effectivement l'introduire dès les DFASM1 de cette année, puisqu'ils passeront en juin 2023. Je vous raconte juste cette petite histoire, c'est fait pour les 6e années de ex-Paris Nord de l'Université de Paris. C'est un dossier progressif extrêmement basique d'un syndrome occlusif, d'un malade qui vient en réanimation, qui est en état de choc. Et puis la 4e question, je leur dis, ils avaient prescrit une radiothorax, je leur donne la radiothorax et je leur demande juste de cliquer sur l'anomalie qui est explicative ou compatible avec le tableau clinique du malade. On voit un pneumopéritoine massif, qui est évident, on est d'accord, c'est-à-dire qu'on s'attend à ce que 100% des étudiants en fin de 6e année soient capables de faire ça. Si on leur pose la question en QCM et qu'on met pneumopéritoine, ils vont tous le voir, le pneumopéritoine. C'est une certitude. Si on leur met la radio, on leur dit mettez la flèche sur l'anomalie. C'est quand même simple cette question. On détourne comme ça, sur le plan sourcilier, c'est extrêmement simple. On met où est le pneumopéritoine, on demande aux étudiants à cocher, et là vous découvrez que les étudiants de ex-Paris Nord, de l'Université de Paris, qui sont des étudiants normaux, de l'élite de la médecine française, enfin tous les étudiants en médecine sont quand même des étudiants d'une vraie élite, ils ne sont pas capables, pour 25% d'entre eux, de voir un pneumopéritoine sur un tableau de syndrome occlusif en état de choc. Donc cette modalité-là, le QCM n'est pas approprié, et par contre le système zone est une modalité supplémentaire qui me semble être strictement indispensable à l'évaluation de nos études. Voilà, je vous remercie de votre attention.